Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, je vais un petit peu continuer effectivement sur les propos qui ont déjà été tenus, puis on a un petit peu dévoilé un certain nombre de choses pour vous expliquer ce qu'est l'indice PBT aujourd'hui dans la procédure d'AMM des médicaments. Voilà, avec l'idée que les Suédois qui sont déjà bien en avance sur nous ont mis en place cet indice, puisque c'est eux qui l'ont réalisé en premier. Voilà, alors je rappelle rapidement, mais puisque Benoît Roig est déjà revenu là-dessus, donc nous sommes le 4e consommateur mondial de médicaments, avec 3000 médicaments humains et 300 médicaments vétérinaires à peu près, et on représente la moitié de la consommation des 8 principaux utilisateurs de l'Union européenne. Alors évidemment, ça va de la prescription, la consommation, l'élimination, et donc, pourquoi pas, l'exposition. Alors, sans revenir, donc un problème de santé publique, pourquoi pas. Donc Benoît l'a expliqué déjà, des rejets qui viennent de plusieurs horizons et la gestion des déchets qui pose aujourd'hui problème avec sans aucun doute la réalisation de l'analyse du cycle de vie des médicaments qui nous apprendra un certain nombre de choses et qui modifiera peut-être nos comportements. Pour rappeler aussi qu'aujourd'hui, on a un contexte institutionnel et réglementaire extrêmement riche autour du risque médicament, puisqu'il y a de très nombreux plans régionaux, nationaux et régionaux qui ont été mis en place. Alors pour les citer, et qui ne font pas très que aux médicaments, mais qui ont des parties de leur plan qui l'évoquent. Donc la stratégie nationale de développement durable, le plan national santé environnementale, avec le 3e qui est en cours et qui est décliné par région, le plan national résidus médicamenteux. Donc tous ces plans, il y a des groupes de travail qui sont dedans pour évoquer le problème du médicament. Et la directive cadre sur l'eau, alors tout ça pour vous dire qu'on va faire le lien avec l'indice PBT aussi, puisque la nouvelle liste, donc la directive cadre sur l'eau qui date des années 2000, a été revue. Donc c'est une directive européenne qui prévoit d'améliorer d'ici 2015 la qualité de l'eau de nos rivières et qui, de ce fait, prévoit dans son annexe 10 une liste de substances chimiques qui vont être recherchées et qui peuvent être préoccupantes. Et dedans, a priori c'est accepté, il y aura 2 estrogènes et le diclofénac, donc avec ce qu'évoquait tout à l'heure Benoît sur pourquoi le choix de ces produits? Parce qu'ils sont impactants pour l'environnement pour diverses raisons. Voilà. Un autre souci aujourd'hui, c'est, je vous en dirai un mot tout à l'heure, c'est la classification des médicaments dans les déchets, puisque aujourd'hui les médicaments ne sont pas considérés comme des déchets dangereux en dehors des cytostatiques. Donc les médicaments peuvent quand même être considérés comme des substances préoccupantes dans un certain nombre de cas. Savoir déjà que les médicaments ne font pas partie du règlement REACH, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis aux règles d'analyse de ce règlement qui prévoit d'analyser toutes les substances chimiques qui sont mises sur le marché. Au niveau des médicaments, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut leur retrouver des propriétés CMR, donc les propriétés cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, qui sont analysées dans les AMM. On peut leur retrouver des propriétés perturbateurs endocriniens, donc avec notamment les effets comme les hormones, et des propriétés PBT. PBT pour persistance, bioaccumulation et toxicité. Ce qui veut dire que ce sont des substances qui vont s'accumuler dans la chaîne alimentaire, ce qui a été évoqué avant, qui représentent potentiellement des dangers sur le long terme. Parce qu'il y a un effet d'accumulation, même à des faibles niveaux de toxicité. Et puis, il y a la combinaison de tout ça. Donc, on imagine qu'effectivement, toutes les molécules qui sont aujourd'hui utilisées ne sont pas anodines. Je reviens donc sur les déchets, la caractérisation des déchets. Aujourd'hui, le Code de l'environnement a distingué les déchets médicamenteux dans 2 catégories. D'une part, une catégorie de déchets dans la catégorie des déchets dangereux, c'est-à-dire les cytostatiques et les cytotoxiques. Et puis, dans une autre catégorie de déchets non dangereux, les autres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, le Code de l'environnement nous permettrait de jeter nos médicaments dans la poubelle. Voilà, donc ce qui pose des problèmes, effectivement, et ce que disait Olivier Thomas sur les filières d'élimination des médicaments dans les établissements, mais aussi pour les ménages, puisque c'est effectivement par là que souvent la contamination s'opère. Voilà. Alors, on en vient un petit peu au vif du sujet, puisque, effectivement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les dossiers d'AMM?
Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les dossiers d'AMM font appel à une procédure centralisée en Europe, puisque c'est l'Agence du médicament européenne qui les dispense. Parfois, il y a des procédures nationales, mais qui font référence de toute façon à la procédure européenne. Une AMM aujourd'hui, c'est 4 parties. Donc, la qualité, l'efficacité, les études précliniques, ça, on le connaît. Et puis, une évaluation de l'écotoxicité et du risque environnemental qui s'appelle l'ERE. Cette évaluation est obligatoire depuis 2006, mais seulement pour les nouveaux médicaments. Ce qui veut dire que tous les anciens médicaments n'ont pas subi cette... Il n'y a pas de rétroactivité aujourd'hui. Alors, il y a un rapport qui est joint, qui s'appelle l'EPAR, donc le rapport d'évaluation, qui est produit et qui met surtout en avant le rapport bénéfice-risque et qui fait appel à, alors pour ce qui est de l'évaluation du risque environnemental, à des lignes directrices qui ont été produites donc par l'EMEA et qui font appel à des tests chimiques de l'OCDE. Donc voilà. Donc, pour les anciens médicaments, tout ça, ça n'existe pas. Alors, je vais vous développer du coup les phases de l'évaluation du risque environnemental. Donc, 2 phases d'évaluation. Une première phase qui est la phase de tri, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec la fameuse PEC, qui est l'estimation du risque, parce que c'est une concentration effectivement prévisible environnementale dans les eaux de surface. On va rechercher la dose journalière maximale dans la dilution, dans sa dilution dans l'eau. Donc la limite est fixée à 0,01 microgrammes par litre. Elle se limite à la molécule pharmaceutique et pas aux métabolites, ni aux voies d'administration. Donc voilà, c'est uniquement la molécule mère. Le tri se fait si la PEC est inférieure à 0,01 microgrammes par litre, on va considérer que le médicament ne pose pas de problème et donc on ne va pas aller plus loin. Il y a quand même dans cette phase donc, une évaluation du coefficient de partage qui permet d'évaluer justement la persistance, la bioaccumulation et la toxicité. Donc dans cette phase, 2 données sont évaluées, donc la PEC et le coefficient de partage. Et pareil, si ce coefficient, donc les données ont été établies, est supérieur ou égal à 4,5, on va considérer que la substance a tendance à s'accumuler et donc il y aura potentiellement quelques règles de sécurité qui seront émises. Voilà, donc voilà, c'est dans ce concept-là qu'on retrouve les indicateurs PBT liés à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité potentielle de la molécule. La phase 2, disons qui comporte l'évaluation, elle, du danger, avec la concentration prédictive sans effet, permet donc de tester les molécules dont la PEC est supérieure à 0,01 microgramme par litre, donc qui ont passé la première frontière. Donc c'est pour certaines molécules qui présentent notamment, par exemple, un risque perturbateur endocrinien. Donc on va poursuivre cette évaluation du risque. Et il y a à nouveau 2 sous-phases, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, le tiers A et le tiers B, qui permettent de réaliser, d'une part, le devenir du produit dans l'environnement, et d'autre part, des tests sur des espèces biologiques spécifiques pour mieux maîtriser le risque potentiel. Voilà, et à partir de là, on va calculer, ce que disait Benoît Roig, la classification du risque. Donc la molécule, en faisant le rapport PEC sur PNEC, et on établit du coup un rapport inférieur ou supérieur à 1. S'il est inférieur à 1, tout va bien, entre guillemets. S'il est supérieur à 1, eh bien, on pourra faire appel à un plan de gestion des risques. Et là, ça n'empêchera pas l'AMM, mais il y aura un plan de gestion des risques qui pourra être proposé par l'industriel, soit vers le patient, soit vers le prescripteur. Donc maintenant qu'on a vu comment ça se passait au niveau de l'AMM, donc il y a quelques notions qu'il faut effectivement voir, et notamment qui sont avec des recommandations du Conseil général au développement durable, qui a émis un certain nombre de recommandations pour faire évoluer les choses, parce qu'on a bien vu avec l'exemple précédent que tout n'était pas réglé, et en tout cas l'évaluation du risque était incertaine. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui ces données environnementales ne sont pas publiées, ne sont pas rendues publiques, ce qu'on disait tout à l'heure, donc on ne peut pas avoir de données.
Elles ne sont pas opposables à l'AMM, contrairement aux médicaments vétérinaires. Pour un médicament vétérinaire, si il y a des données environnementales qui ne sont pas satisfaisantes, l'AMM est refusée. On a vu que les lignes directrices, en tout cas les paramètres qui permettent d'évaluer la molécule, sont probablement pas adaptés, et donc elles sont faussement rassurantes. Voilà, parce qu'il y a très peu de molécules qui en fait passent la première phase et demandent une évaluation supplémentaire. Donc ce qui était dit avant, 95% des molécules ne vont pas plus loin que la première phase et le premier calcul. Voilà, puisque ce sont des tests qui sont assez peu adaptés. Et le problème, c'est que donc on ne prend pas en compte les métabolites et on ne prend pas non plus en compte les molécules anciennes, c'est-à-dire avant 2006. Depuis 2006, il n'y a quand même pas eu énormément de molécules nouvelles. Donc on mesure qu'aujourd'hui, dans nos pratiques, on n'utilise que des molécules qui n'ont pas d'évaluation du risque environnemental. Alors, pour avancer là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Qu'est-ce qui, à notre niveau, peut être établi? Alors les Suédois ont établi un indice qui s'appelle donc l'indice PBT pour persistance, bioaccumulation, toxicité, qui, avec l'établissement d'une classification des médicaments qui existe depuis 2005, et c'est grâce surtout au professeur Weckman qui a initié cette démarche, notamment dans les hôpitaux et le comté de Stockholm, qui a pu mettre en évidence que effectivement, ça pouvait avoir un intérêt de classifier les médicaments disponibles selon cet indice. Alors, l'idée, c'est de sensibiliser les professionnels de santé à une prescription de médicaments qui, à efficacité équivalente, serait moins toxique pour l'environnement. Donc, c'est une liste qui a été actualisée, qui a été compilée avec les industriels, et c'est tout le challenge aussi, même si ça a parfois été difficile et s'il y a eu des freins des industriels, mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que les industriels leur ont fourni les données. Donc cette liste permet d'évaluer le risque et le danger par molécule pour les milieux aquatiques. Voilà. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont affecté chaque molécule d'un score. Un score de risque, donc qui est le PEC sur le PNEC, alors qu'avec un risque négligeable, faible, modéré ou élevé, et un indice PBT qui prend en compte le danger, donc qui va de 0 à 9. Donc 0, le danger le plus faible, 9, le danger le plus important. Voilà, donc c'est une liste qui prend en compte donc ces deux, et qui évidemment se met en lien avec les quantités consommées, puisqu'un médicament très peu consommé, évidemment, même s'il a un risque élevé, ce ne sera pas la même exposition qu'un médicament qui est très consommé. Alors voilà comment ça se passe. Enfin, donc là, c'est le carré du milieu. La liste, donc il y a à peu près 1000 produits. Il faut savoir que la Suède, le marché du médicament en Suède, c'est 3 fois moins que nous. Ils ont 1000 molécules à peine disponibles. Donc c'est un petit marché avec des petits volumes. Donc ils ont récupéré les données de leur marché médicaments. Mais enfin, on y retrouve quand même en grande partie les molécules que l'on utilise le plus. Donc, c'est classé par classe thérapeutique et chaque médicament, donc la molécule mère, puisqu'on ne voit pas les métabolites là non plus, il y a il y a le risque qui est mis en... Par là, ça marchera mieux. Le risque est évoqué, donc insignifiant, c'est-à-dire modéré ou fort. Ensuite, vous avez l'indice PBT avec sa décortication entre persistance, bioaccumulation, toxicité et les doses qui sont utilisées. Donc, c'est en lien effectivement avec les quantités consommées. Plus on en consommera et plus l'indice est élevé et plus on a de risques derrière. Voilà. Alors, cette démarche donc, auprès des praticiens suédois fait partie aussi d'un plan global de prévention. Ce qu'on disait tout à l'heure, voilà les outils qui ont été mis en place. Donc un plan global vis-à-vis des professionnels de santé, mais vis-à-vis aussi des patients, pour moins prescrire de médicaments, prescrire des médicaments qui seraient moins toxiques, avec des durées courtes, des conditionnements adaptés, le retour des médicaments vers des structures et des filières adaptées. Donc ça fait partie d'un plan beaucoup plus global qui permet aux Suédois d'avoir une attitude vertueuse. Encore une fois, un petit marché, des données manquantes, parce qu'il y a beaucoup de médicaments, je ne vous ai pas fait la liste, mais beaucoup de médicaments n'ont pas de données PBT ou en tout cas des données incertaines. Madame Taïka, oui. je peux vous poser une question? Oui.
Moi, j'avais envie de... alors, je ne sais pas, peut-être que je devance peut-être des... vous avez tourné votre information, votre présentation très autour des professionnels de santé, en donnant des outils possibles qui permettraient, au fond, de mesurer et de leur permettre de faire des choix. Moi, j'interroge, et on ne l'a pas fait jusqu'à présent, notre capacité à aussi informer le public sur ces sujets-là. Alors peut-être que vous allez y venir après, mais moi, ce que je comprends, c'est vous allez vous présenter des risques qui sont entre... moi, j'ai toujours pas très bien compris, mais peut-être que la salle a compris mieux que moi, mais entre hypothétique et avéré. Et j'ai souvenir d'une décision du Conseil national d'éthique sur justement, en fonction du risque qui était à propos des possibilités de transmission de l'agent de la maladie, de la Creutzfeldt-Jakob par des composants du sang, que le degré d'information du public variait justement entre l'intensité et l'établissement d'un risque avéré, probable ou hypothétique. Et donc, or c'est ça qui conditionne, en tout cas au vu du Conseil national d'éthique, l'information du public. Donc, vous avez l'air d'avoir trouvé, ou en tout cas ces chercheurs suédois a trouvé des éléments d'information. Maintenant, est-ce que vous en avez qui permettraient au fond de savoir, et pour permettre aussi aux professionnels de santé d'informer de manière pertinente? L'avis du Conseil national d'éthique, il terminait en disant... Je me permets juste de lire ce petit point. L'information sur le risque potentiel que comportent certaines thérapeutiques est d'une autre nature que l'information sur le traitement lui-même, quand elle ne repose pas sur des faits scientifiquement établis. Dès lors qu'un risque est connu, scientifiquement démontré, l'information du malade s'impose. Si le risque est virtuel, théorique, cette information n'a pas de justification éthique, car elle peut être ressentie comme une menace inconnue, diffuse, qui peut inciter à des comportements irrationnels, dangereux pour le malade lui-même et pour la société. Donc, je ne pose pas cette prise de position de principe comme étant applicable à toutes les situations, mais voilà, je vous pose la question, et au fond, comment vous percevez cet élément d'information? Ensuite, moi, je pourrais donner ma position. Moi, je pense qu'effectivement, il faut en rester aux données aujourd'hui établies et avec les limites qu'elles ont aujourd'hui. Ce qu'on disait au niveau du risque, on pense qu'on sous-estime le risque aujourd'hui. Il faut savoir quand même qu'il y a au moins quand même un élément d'information du public, c'est les plans de gestion des risques qui sont adossés à certains dossiers médicaments. Par exemple, tout ce qui est anticancéreux, on va faire une information auprès des patients pour leur dire, ben voilà, vous prenez un produit qui est toxique, qui peut être toxique pour l'environnement, il faut suivre cette filière. Quand dans les centres où on prépare par exemple des chimiothérapies, il y a tout un process qui est identifié, on ne le fait pas n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Donc aujourd'hui, oui, il y a des choses où on est sûr qu'il y a un risque derrière. Après, le reste, c'est pour ça que bon, eux, les Suédois, ont mis ça dans un plan global de gestion du risque, dans le sens où il y a de l'information effectivement qui est faite au public, en disant qui est plus axée sur le risque sanitaire, dans le sens où moins vous consommerez de médicaments, moins il y aura d'effets indésirables, et qui va sur le risque environnemental, mais qui n'est effectivement pas la priorité. Après, l'idée que cet outil, c'est-à-dire la liste qu'ils ont produit, où ils ont classifié les médicaments par risque toxique pour l'environnement, ça c'est plutôt aujourd'hui du choix du professionnel de santé, de l'information du professionnel de santé. On vous laisse poursuivre, chef. Oui, j'ai pratiquement terminé. J'en profite parce que vous nous avez donné une idée tout à l'heure qui est très intéressante, c'est qu'on parle aujourd'hui d'étiquetage environnemental dans la loi Grenelle 2, etc., sur tout un tas de produits de grande consommation, de la machine à laver en passant par les maisons, les voitures, etc. Pourquoi ne pas imaginer, comme vous me l'avez dit tous les deux tout à l'heure au moment du café, d'apposer cet étiquetage sur l'ensemble des boîtes de médicaments? Ça, je pense que véritablement, ça ferait avancer la cause des patients et des professionnels. Mais je pense que les lobbies qui sont en face de nous sauront se positionner face à une telle Café idée. développement durable. C'est ça. Tu es sûr?
Alors pour terminer, je voulais vous donner quelques exemples de molécules que dans nos pratiques courantes qui sont utilisées et pour lesquelles on pourrait éventuellement imaginer des alternatives. J'ai pris la classe des IEC par exemple, où l'énalapril, donc le Rénitec, a un indice PBT de 3, alors que le ramipril, donc le Triatec, a un indice PBT de 6. Donc 6, on est entre 6 et 9, on est quand même sur des produits qui sont potentiellement bioaccumulables. Donc ça vaudrait le coup, compte tenu des volumes consommés, de se dire, à efficacité et à indication équivalente, pourquoi pas choisir un autre IEC. D'autres exemples d'indices PBT élevés, de produits qu'on utilise couramment, qui ne sont pas forcément étonnants, compte tenu du profil pharmacologique aussi du médicament. Donc la chlorhexidine, tout ce qui est antiseptique pose des problèmes pour l'environnement. La phélodipine, la terbinafine, la bêtaméthasone, le tamoxifène, qu'on retrouve effectivement soi-disant dans nos eaux de boisson. Et puis les psychotropes. Alors évidemment, on va retrouver des PBT élevés pour les anticancéreux et les immunomodulateurs, mais c'est forcément lié aussi à leur mécanisme d'action. Voilà. Alors moi, je me suis amusée dans mon établissement, parce que c'est aujourd'hui, je ne pense pas que cet indice soit utilisé ou que ce soit en France dans les pratiques. Moi, je me suis amusée sur le profil de molécules que j'ai dans mon établissement, à les classifier selon leur danger et leurs risques. Et alors, vous voyez que donc, la majorité des molécules ont un risque négligeable. Donc j'ai pris les 30 premières molécules les plus consommées. Sachant que dans mon établissement, il n'y a pas ni hormones, ou pratiquement pas d'anticancéreux, puisque on n'a pas cette activité, et pas de produit de contraste et pas d'AINS, puisqu'on est en gériatrie. On a malheureusement 15 molécules non évaluées, donc ça fait quand même un pourcentage aujourd'hui qui est important. Donc on voit bien les limites aujourd'hui de l'indice PBT, et il faudra aider les Suédois à compléter les données. Et sinon, un risque, vous voyez, qui est majoritairement faible à modéré pour l'ensemble des molécules. Au niveau du danger, la même chose, 19 sur 30, il n'y a pas de données exploitables, en tout cas pas complètes. Et il y avait 6 molécules sur 30 qui avaient un indice PBT entre 6 et 9. Voilà, donc à compléter, pour terminer, effectivement, agir à la source, mais aussi sur les rejets. Donc à la source, pourquoi pas imaginer cet indicateur supplémentaire dans nos choix thérapeutiques, compléter les données avec la réévaluation des AMM et probablement de la technique utilisée dans l'évaluation du risque environnemental. Il y a d'autres modèles qui existent aussi au Canada. Ils ont un modèle d'évaluation du risque qu'ils ont développé. Et se dire que pourquoi pas imaginer des alternatives qui pourraient nous permettre de rester dans le bon usage des médicaments et de diminuer la consommation. Voilà, donc une réflexion qui est élargie à l'ensemble des professionnels, mais aussi des chercheurs, et on voit bien aussi des patients, pourquoi pas leur faire passer, en tout cas au moins l'idée qu'il faut absolument ramener les médicaments dans une filière spécifique et ne pas les jeter ni dans les toilettes ni dans les poubelles. Ça, ce serait au moins déjà un gros message à faire passer. Voilà. Et quant à cet indice PBT, pourquoi pas un jour le voir en France et le transposer en France, puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas. Merci, on vous applaudit. Est-ce que vous avez des questions à poser, Madame Poilfer? Oui. Ah, il n'y en a pas? Non. Après, on peut voir. Alors, sachant que, voilà, par exemple, la classe des IEC, on pourrait imaginer qu'on en prend un autre. Après, il y a des molécules qui ont des propriétés particulières, et le tamoxifène en est une, où là, c'est une gestion du risque. Yves Mathillon. Excusez-moi, je ne connais pas du tout le sujet, mais qu'est-ce qui s'oppose à faire en France comme on fait dans certains pays, à savoir donner 2 pilules de Rohypnol et non pas une boîte de vin? Mais là, ça fait 40 ans qu'on se bat. Et qui se bat contre qui, là? Expliquez-nous. C'est une décision... Il est impertinent. Et c'est pour ça qu'on aime bien. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à l'indice PBT. Est-ce qu'on peut imaginer
allez, on va arriver demain ou après-demain, d'avoir dans nos logiciels d'aide à la prescription, ces fameux LAP validés par l'HAS, qui donnent droit au ROSP, enfin j'en passe, et de toutes les abréviations les plus techno les unes que les autres. Est-ce qu'on peut imaginer demain que dans nos logiciels d'aide à la prescription, dans notre Vidal, hein, le classique qu'on a tous, on ait effectivement un indice PBT éventuellement, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, des propositions alternatives, c'est-à-dire que pourquoi pas finalement que lorsqu'on prescrit du Ramipril, on nous dise attention, indice PBT 6, mais vous avez dans la même classe thérapeutique d'autres médicaments, dont voici la liste, qui ont un indice PBT qui est plus bas. Est-ce que finalement ça serait des outils simples à mettre à disposition des praticiens au quotidien? Qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas aller vers ça? Est-ce que c'est le nombre d'indices PBT qui est insuffisant, puisqu'il n'y a que 1000 médicaments sur 3000 qui ont été en partie étudiés par les Suédois? Est-ce qu'on ne va pas se heurter à l'industrie pharmaceutique de façon plus que violente? Ça me semble évident. Mais finalement, est-ce que ça ne serait pas, à un moment donné, pertinent dans le cadre d'un Grenelle et d'un développement durable en santé? Sans doute, en tout cas, ça devrait faire partie d'une démarche et d'une avancée sur la réflexion, même si, voilà, on l'a vu, les limites de cette liste sont qu'il y a beaucoup de données. Mais ça pourrait déjà passer par le fait que les rapports d'AMM puissent être rendus publics sur leur partie écotoxicité. Déjà. Ça serait un premier petit pas. Hein. Européenne, puisque finalement, à chaque fois, on revient à la législation européenne. Quid de la vérité de pourquoi ne pourrait-on pas utiliser directement ce qui a été fait par les Suédois en France pour aller encore plus vite que ta réflexion? Je vais laisser Olivier Thomas répondre. Ça fait 5 ans que nous sommes dessus, ça fait 5 ans que l'industrie pharmaceutique nous répond que l'indice PBT n'existe pas. Moi, vous voyez, je l'ai sous les yeux. Ce qu'on pourrait proposer, Jean-Paul, c'est que là, par mail, je te l'envoie et que tu le diffuses. Donc cette liste qui date de 2012 classe 1000 molécules médicamenteuses de 0 à 9. 3 points pour la persistance, 3 points pour la bioaccumulation, 3 points pour la toxicité. Donc ça n'est pas forcément applicable à la France. Alors la bonne nouvelle du jour quand même, c'est qu'on a réussi à avoir un député de la région Béziers, Elie Aboud, qui a créé un petit comité de parlementaires aujourd'hui, là, qui est actif. On est en train d'écrire un projet de loi qui soit l'adaptation de l'indice PBT à la France. Pas la création d'un indice, on était parti là-dessus, mais là, dans 20 ans, on y est encore. De l'adapter à la France. Donc sachez que ce projet de loi est en cours de rédaction, que l'objectif est qu'il soit déposé avant fin juin. Donc on a bon espoir que ça puisse un petit peu évoluer. Mais la clé, elle est quand même dans la mutualisation et la diffusion de ces infos. Pour avoir cette liste, on a eu énormément de mal. Alors qu'une fois qu'on l'a, on peut l'envoyer simplement. Donc Jean-Paul, je te l'envoie maintenant. Sachez que Jean-Paul Ortiz a cette liste dans les 10 minutes qui viennent. Voilà. Moi, je crois que ça serait intéressant. Elle est publique, hein, de toute façon. On la met sur le site de l'URPS et vous l'aurez à votre disposition. Est-ce qu'on pourrait également, parce que c'est quand même très frappant de voir que nous sommes en France, nous consommons autant que les 8 autres pays européens principaux consommateurs. On parlait ce matin de la formation des jeunes. Comment introduire dans la formation des médecins l'idée que la consultation médicale, c'est surtout un acte clinique et que ça peut ne pas aboutir à demander qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce que je vous renouvelle, et à inculquer aux médecins des principes d'éco-prescription. Est-ce que ça aussi, ça pourrait pas être une demande forte, entre autres demandes fortes de l'URPS? Est-ce que ça pourrait pas être une demande forte pour que nos médecins prescrivent moins, parce que c'est quand même flagrant et c'est très choquant? Moi, je voudrais rebondir sur l'idée de Jean-Paul, de dire qu'on intègre dans nos logiciels de prescription un indice avec la PBT. Je crois qu'il ne faudrait pas inverser la charge. Soit on a des molécules qui sont efficaces. Et à ce moment-là, l'indice PBT, nous, médecins, nous prescrivons parce qu'elles sont efficaces. Soit elles sont moins efficaces, et à ce moment-là, il ne faut pas donner d'AMM. On a inversé la charge pour les génériques. On demande aux médecins de prescrire du générique, alors que pendant le même temps, les pouvoirs publics remboursent des médicaments, des molécules identiques à des tarifs différents. Il y a une façon simple de faire, c'est le tarif forfaitaire de remboursement. Mais c'est tellement simple que ce n'est pas appliqué. Donc je crois qu'il ne faudrait peut-être pas rajouter
chez les médecins libéraux des choses supplémentaires qui ne sont pas tout à fait, même si on est quand même conscient de l'impact qu'on a sur nos prescriptions, mais rajouter un indice supplémentaire, ça me paraît un peu gros. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où la problématique est complètement différente. Ce que je dis, ce qui me semblerait pertinent, c'est que nous ayons, pourquoi pas, un indice avec des équivalences ou des classifications moléculaires, mais le médecin doit garder le choix de sa molécule. Je ne parle pas d'efficacité. Il n'y a aucun doute sur l'efficacité entre enalapril et ramipril. Il n'y a aucun doute. Et les deux médicaments justifient une AMM en termes d'efficacité. Par contre, avoir une information supplémentaire, de la même façon qu'on a des informations supplémentaires sur les effets secondaires, les tolérances, etc., je trouve que ça ne serait pas inutile. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est ce qui est un petit peu différent. On va écouter l'intervention. Oui, je crois qu'il faut qu'on avance parce que sinon on va dévoiler...